Et ben enfin, quel plaisir de revenir après 2 semaines d'absence, très chers fans de catch. Je suis de retour pour parler de Monday Night Raw. Il y a beaucoup de sujets que je n'ai pas pu aborder ces 2 dernières semaines, que ce soit la WWE ou la EW, et j'y reviendrai lorsque je parlais de spot ou d'évolution actuellement qui sont liés à ces sujets-là. Mais pour l'instant, parlons de Raw. Un Raw que j'ai trouvé pour une fois franchement bon. Bon, 3 heures, c'est toujours beaucoup trop long, mais on va pas se mentir, ils ont réussi à garder ces 3 heures captivantes avec présence de star power, bon rythme, bonne durée de match, même si parfois un petit peu frustrante, et surtout plusieurs segments plutôt très très bons. Il y a très peu de choses que j'ai pas aimé pendant le show. À vrai dire, il n'y a aucun segment que je n'ai pas aimé pendant le show, aucun segment ni aucun match que je n'ai pas aimé. En revanche, je n'ai pas aimé certains participants, certains acteurs de ces segments ou de ces matchs. Mais dans l'ensemble, les segments étaient toujours réussis ou alors corrects. Bref, en ouverture de ce show, nous avons la toute nouvelle équipe relancée, Sami Zayn et Kevin Owens qui lancent le show. Je n'ai pas parlé de ce segment du dernier SmackDown, de ce main event avec le câlin entre Sami Zayn et Kevin Owens qui avait fait popper la foule de manière monumentale, ce qui est le résultat d'une excellente storyline et d'une conclusion logique. C'est même pas encore la conclusion, c'est genre juste le point épineux. Enfin, ils se sont ralliés après plusieurs semaines à se chercher, à se battre, à se trahir, pour finalement essayer de regagner la confiance l'un vers l'autre. Sami Zayn a su trouver les mots justes, et c'est ce dont ils vont parler dans cet opener. Euh, Sami s'excuse d'avoir abordé le sujet de la mauvaise manière en parlant travail, 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 alors qu'il avait oublié que en fait Kevin Owens c'était tout simplement son frère, et en lui rappelant voilà ça a réévoqué tout ça. Et Kevin dit que Sami oublie un point, c'est que Kevin est quelque part son plus grand fan, ça fait 20 ans que son plus grand fan, que ça fait 20 ans qu'il adore l'affronter, le voir évoluer, et que ça le dégoûtait, lui Kevin Owens, de voir bah, Sami Zayn, son ami, son frère, courber les chines pendant tout ce temps face au chef tribal, il valait mieux que ça. Et là-dessus, évidemment, les Usos arrivent, ils ont un peu les boules parce qu'ils voient très bien où tout cela va. Et évidemment, Sami Zayn et Kevin Owens demandent un challenge pour les titres à WrestleMania. Directement, Jimmy refuse parce qu'il dit, en gros, de manière légitime, que eux, ils sont là depuis je sais pas combien d'années en tant qu'équipe, je sais pas combien d'années sans se trahir, alors que Kevin Owens et Sami Zayn ne sont une équipe que depuis quelques jours et n'ont pas arrêté de se trahir. Ils ne méritent pas une opportunité pour les titres. Mais Jey Uso, lui, au contraire, dit qu'il voudrait valider la chose parce qu'il pourra en terminer avec le problème Sami Zayn et Kevin Owens une bonne fois pour toutes. Ça se bastonne, on voit Roman arriver en voiture sur l'écran géant, la baston s'arrête. C'est un bon opener, c'était pas excellent, en fait c'est la suite logique des choses, ça devait arriver, c'est bien passé. C'est cool d'avoir de nouveau une équipe babyface vraiment aimée par la foule. Avec Kevin Owens et Sami Zayn, on a vraiment une équipe qui allume les foules comme c'est le cas pour FTR côté AEW ou comme c'était le cas avec RK Bro à l'époque. Enfin le retour d'une équipe babyface qui anime les foules, ça fait plaisir. J'aime la dynamique que Jimmy refuse, mais que Jeff valide. On sent qu'il y a une petite tension, qu'il y a déjà. Il valide en disant, en ayant pour excuse, ça nous permettra d'évincer le problème Kevin Owens, Sami Zayn, mais il y a toujours cette petite zone de doute où est-ce que Jey Uso joue en train de jouer double jeu. On n'en sait rien, c'est un petit doute qui persiste. C'est génial. Bon, le match est enfin officialisé, évidemment, il fallait que ça arrive. On aura probablement un changement de titre à WrestleMania. À WrestleMania, je vois bien une chute totale de la Bloodline. C'est possible, d'ailleurs, ce Raw était annonciateur de ça. Dans ce Raw, la Bloodline s'est fait un petit peu maltraiter au début, avec les Usos qui se font maltraiter par Kevin Owens, Sami Zayn lors de la baston, et la fin avec Solo Sikoa et Roman Reigns qui se font pénétrer mentalement par Cody Rhodes. Voilà, c'est très, très bizarre de dire qu'il est entré dans leur tête. Moi, je dis pénétrer mentalement. Voilà, c'est beaucoup plus kozakien. Voilà. En tout cas, un bon segment d'ouverture suivi d'un match. Match en effet qui oppose le champion des États-Unis, Austin Theory, face à Montez Ford, l'étoile montante Montez Ford. Alors ce qu'on peut dire déjà, c'est que avant toute chose, je trouve que la WWE, comme à son habitude, contrairement à la AEW, propose toujours une bonne construction de matchs de télé. Ce que je dis pas là, c'est que la AEW construit en général plutôt bien ses matchs de PPV, mais construit très très mal ses matchs de télé en weekly. Alors que la WWE sait faire ce genre de choses. On a juste un match entre Austin Theory face à Montez Ford, le titre n'est pas en jeu, mais on sent cette rivalité grandissante entre les deux hommes.
D'abord avec les Mission Chamber, avec Montesford qui voulait faire ses preuves et battre Austin Theory, puis Angelo Dawkins, le partenaire de Montesford, qui a affronté Austin Theory qui a perdu. Montesford a les boules et veut venger son partenaire face à Austin Theory. Bref, c'est une construction qui est logique, qui ne sent pas le forcer, qui est assez naturelle, et on a envie de voir ce match. C'est honnêtement, les deux dans le ring, c'est très très cool. On a deux des très très jeunes talents de la WWE actuellement, c'est hyper fluide, il y a une bonne chimie, ça scelle bien, ça a des bonnes enfances, c'est super chouette. Du coup, j'étais un peu frustré de la durée du match qui n'a pas excédé les 9 minutes. J'aurais aimé que le match soit un peu plus long parce que franchement, il nous proposait du super super contenu. Ça aurait mérité vraiment plus de temps d'antenne, mais c'est pas grave. C'est peut-être le début, c'est peut-être l'annonce, la promesse d'un futur excellent programme de rivalité entre Austin Theory et Montesford. Je trouve que les deux ont quelque chose à proposer. Alors pour l'instant, Montesford n'est pas prêt pour devenir un adversaire légitime et une menace potentielle au titre de Austin Theory. Il n'a pas encore le charisme, le look, le full package. Il manque encore un petit peu de promo. Mais c'est une promesse, c'est une alchimie que je vois déjà excellente. Et dans le futur, quand il sera plus prêt, plus établi en tant que star solo, Montesford, là c'est un problème que j'ai envie de voir, que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de voir. À la fin du match, évidemment, victoire de Austin Theory, c'est logique. À la fin du match, Austin Theory dit que le public ne croit pas en lui, mais qu'à WrestleMania, ils le feront, comme c'est le cas de John Cena qui ne croit pas en lui, mais qui le fera à WrestleMania. C'est une promo très très simple, il n'a pas beaucoup de temps pour eux parce qu'il est complètement épuisé, voilà, faut aller à l'essentiel, il allait à l'essentiel, c'est très très bien. Austin, c'est quelqu'un qui est très charismatique, je trouve, quand on voit sa promo, il est très intense, il me rappelle Rhea Ripley, on en reparlera plus tard, dans le côté, je regarde la caméra avec des yeux très perçants, et il nous capte, littéralement, même s'il n'a pas la meilleure promo. Il s'est amélioré, mais il joue sur un seul et unique registre depuis le début. Un registre de mec un petit peu énervé, un peu vénère, voilà, c'est moi, je fais mes preuves, c'est mon temps, voilà. Dans ce registre-là, il est bon. Et je pense qu'avec le temps, il gagnera en variation, il pourra proposer des promos plus longues où il pourra, voilà, littéralement faire des joutes verbales avec des gens comme John Cena ou comme CM Punk ou des gens, voilà, ça n'a rien à voir, c'est pas la même fédération, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour l'instant, il est bon dans un seul et unique registre, mais il faut encore qu'il gagne en variation, surtout dans ses promos. Bref, c'est une belle promesse, en tout cas, il est très charismatique et malgré son unique ton, sa seule chose qu'il sait faire en promo, eh bien, il nous capte. Voilà. Donc, un futur très radieux pour Austin Theory qui doit encore progresser, mais déjà dans le ring, c'est impeccable. Suivant, nous avons un squash. Il faut varier les types de matchs. Et on a un squash. Omos rentre dans le ring et pète la gueule à Mustafa Ali. J'ai pas grand chose à dire. Je vais juste boire un petit coup d'eau parce que je vais profiter de ce petit match, de ce petit squash. Je n'ai rien à dire. Omos gagne, il est dominant. Voilà, il va affronter Lesnar. Pour parler d'un truc que j'ai vraiment envie de parler, que j'ai pas pu le faire pendant les semaines précédentes, mais que j'ai envie d'en parler. Donc je bois un petit coup d'eau et je reviens à vous tout de suite. Merveilleux. J'ai envie de parler de Brock Lesnar. J'ai envie de parler de politique des coulisses et de Brock Lesnar. Si vous n'êtes pas au courant, je pense que vous êtes au courant parce que ça fait quand même beaucoup de temps que c'est venu en news. Apparemment, la WWE comptait à la base faire un programme entre Brock Lesnar et Bray Wyatt pour WrestleMania. Vous vous rappelez, c'est l'époque avant Elimination Chamber où Bray Wyatt disait le gagnant du match m'affrontera à WrestleMania. Sauf que Sauf que Brock Lesnar a clairement dit ah mais c'est mort, je bosserai pas avec Bray Wyatt, c'est mort, donnez-moi quelqu'un d'autre. Et Brock Lesnar, c'est pour vous dire le degré d'à quel point il ne veut pas bosser avec Bray Wyatt, Brock Lesnar préfère bosser avec Omos qu'avec Bray Wyatt. Et c'est quelque chose que j'essaie de vous dire depuis plusieurs semaines. J'ai eu des échanges un peu haineux avec certains d'entre vous. Pas mes abonnés, j'imagine, mais des gens qui ont regardé mes vidéos, qui m'en veulent, qui sont direct un peu haineux quand je parle de Bray Wyatt et de pourquoi je ne l'aime pas, et de quand j'expliquais que être dans un programme avec Bray Wyatt, ça ne permet pas de faire grandir quelqu'un. Être dans un programme avec Bray Wyatt signifie forcément te faire enterrer ou ne pas t'élever. Et la preuve en est que Brock Lesnar, il n'y a pas plus nom, plus établi, plus menace énorme qu'à la WWE que Brock Lesnar, ne veut pas travailler avec Bray Wyatt parce que, à quoi, qu'est-ce que ça va lui apporter, Brock Lesnar?
Lui qui est une putain de légende, une montagne de muscles, un mec qui est invincible, qui a décimé toute la putain de compétition, qu'est-ce que ça lui apporte d'affronter un mec qui n'a rien à voir qu'un style opposé en construction avec de la avec des artifices, avec de la fumée, des écrans de fumée, un mec qui ne scelle pas, qui joue le mec invincible, ça ne rime à rien, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et Brock Lesnar le sait, ce match ne rime à rien, alors qu'un match avec Omos, green as fuck, mais avec une montagne de muscles, au moins ça va faire un match attraction à WrestleMania, Brock Lesnar va faire un FA à Omos, ça va soulever la foule, ça va être cool. Et on proposait une sorte de petit combat un peu blockbusteresque avec deux forces de la nature qui se rentrent dedans, tel c'était le cas entre Goldberg et Brock Lesnar à WrestleMania 33 si je ne me trompe pas. Euh, c'est plus aguicheur, c'est plus alléchant. Et là-dessus d'ailleurs, Bray Wyatt apparemment n'est pas booké pour WrestleMania. Je crois que c'est annulé Bobby Lashley contre Bray Wyatt, j'ai l'impression que c'est annulé. Parce qu'il y a eu différents créatifs ou trucs comme ça, ou alors il est malade, je sais plus ce qui se passe. Il y a un peu des théories qui sortent de partout. C'est chaud, les gars. C'est chaud. Quelle perte d'argent qu'a été Bray Wyatt. Et ça, encore une fois, c'est que je pense que la WWE et Triple H en particulier a fait une erreur en laissant carte blanche à Bray Wyatt. Encore une fois, pour revenir sur le passage du Fiend, par exemple, parce que le Fiend, les gens ont adoré le Fiend. Moi, j'ai adoré le début du Fiend, la promesse du Fiend, le look du personnage, la musique, ce que ça entraînait. C'était fantastique ce qui se passait. Mais, à l'époque, avec toute cette grandeur, toute cette beauté, tout ce... On en prenait plein la gueule avec ce personnage, avec cette promesse, avec cette liberté artistique, avec ce renouveau quelque part. Ça changeait les choses. Mais on a été aveuglés. Aveuglés par la réalité. Bray Wyatt, clairement influencé par l'Undertaker et son personnage de Deadman, immortel, invincible, insurmontable, a voulu proposer la même chose. Sauf qu'il n'est pas l'Undertaker et qu'on n'est pas à la même époque. Undertaker, déjà dans les années 2000, souffrait un petit peu parfois avec des promos ou des effets de style beaucoup trop too much. Avec des gens qui ne pourraient pas forcément être élevés. Du moins, c'est ce qu'on pourrait croire. Sauf que Undertaker, contrairement à Brock Lesnar, est une montagne de muscles. C'est un colosse de 2,10 m, Undertaker. Même son gimmick est complètement too much, un mort-vivant qui fait qui a les yeux blancs et tout, c'est too much, on est d'accord. Ça reste, si on enlève ça, un colosse de 2,10 m. Donc tous les lutteurs qui se sont frottés à lui étaient bien inférieurs en taille, en muscles, en poids, en tout. Et forcément, à se battre, à résister, forcément, ils étaient élevés. Ce n'est pas le cas de Bray Wyatt. Tu enlèves le gimmick de Bray Wyatt, ce n'est personne. C'est un bon talker qui fait pas des bons matchs. Voilà ce qu'est Bray Wyatt. C'est la réalité, c'est ce qu'est Bray Wyatt. Et il gagne en popularité, il gagne en prestige avec tous ces effets de style. Le Fiend, Uncle Howdy, la Firefly Funhouse, des segments plus cringe les unes que les autres qui insultent votre intelligence. Qu'est-ce qu'on est censé croire? On est dans un programme sportif avec des champions, etc. etc. D'où ça vient ce délire de... Il y a un monde parallèle où il a une sorte de studio avec des marionnettes qui parlent, qui rentrent dans la tête des gens. Ça ne fait aucun sens. Et lui devient immortel, invincible. Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. On ne peut pas construire un programme et élever des talents avec Bray Wyatt. D'ailleurs, j'avais très très peur pour Bobby Lashley. Bobby Lashley, putain de merde, face à Bray Wyatt, putain, il allait se faire enterrer, ça aurait été terrible, ça aurait été terrible. C'est une bénédiction qu'on n'ait pas eu ce match face à Brock Lesnar. Croyez-moi, c'est une bénédiction. Et je préfère 1000 fois voir Omos face à Brock Lesnar qui, oui, Omos va se faire élever, parce que s'il arrive à faire un bon combat, que ça ne se termine pas juste en 1 minute avec un F5, qu'on propose un petit combat de minimum 5 minutes, un peu blockbusteresque, contre Lesnar, Omos va sortir grandi. Il va perdre, il va forcément perdre, mais il va sortir grandi. Et c'est cool. Et c'est cool, ça va être chouette. Ça va être chouette. Bref, je voulais juste en parler parce que pour moi, cet événement cristallise, symbolise ce que je disais plus tôt. C'était que des théories, je n'ai mon avis sur pourquoi je n'aimais pas Bray Wyatt et son personnage, et ça a atteint son paroxysme. Brock Lesnar, avec cette décision, a cristallisé, a incarné tous mes a priori.
Bref, voilà, c'était pour en parler. Mais reprenons sur Raw, si vous le permettez. D'ailleurs, il y aura un timecode. Il y a un timecode si jamais vous voulez voir ce dont je veux parler dans la description, pour pas que vous ayez à tout vous taper si jamais il y a celui qui ne vous intéresse pas. Suivant, nous avons une promo de Logan Paul. Logan Paul rentre sur le ring et tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que putain, il est bon, bordel. Hein. Il est... ouais, il est fait pour ça. Hein. Alors, je sais pas si, contrairement aux autres, il n'a pas de script, si on lui laisse carte blanche. Soit c'est ça, parce que là, clairement, sa delivery, sa promo était d'un naturel abusé. Hormis les petits rires et tout, les petits jeux de regard et de confrontation, tout le reste, quand il parlait tout seul, c'était hyper naturel. Donc, soit c'est qu'il n'est pas scripté qu'il a la carte blanche, soit c'est qu'il est vraiment, vraiment, vraiment doué. Vraiment, vraiment doué. Sa promo elle est simple, hein, c'est en gros je vais péter la gueule à Seth Rollins, etc. etc. J'ai adoré lui mettre un KO et il le remet en boucle, en boucle, en boucle à la télé, c'est plutôt amusant. C'est un bon travail de heel qu'il fait là, c'est cool, ça agace la foule, en même temps ça fait un peu rire. Et d'un coup son micro s'arrête parce que Seth Rollins est dans la technique et éteint son micro. Bon, comment ça marche, on n'en sait rien, bref, il lance sa musique et il en fait trop. Il en fait trop. Il met sa musique et il se met à danser. La caméra le suit à faire avec ses rires et tout. Ça prend beaucoup de temps. C'est très, très, très gênant, je trouve. Je pense que Seth Rollins se perd. Il se perd. Je parlais plus tôt les dernières semaines d'un fil très tendu, d'une limite très tendue que Seth Rollins ne devait pas passer avant que ça devienne gênant. De temps en temps, il la dépassait, puis il revenait un peu en dessous pour revenir un peu sérieux. Là, il l'explose. Là, il explose, il en fait beaucoup trop. Il en fait beaucoup trop, et ce qui se passe, c'est que Seth Rollins, qui a des putains de meilleurs talents, la WWE, se perd, fait n'importe quoi, et j'ai pas envie de le voir à la télé. C'est terrible, hein. Alors qu'on parle de Seth Rollins, on parle des meilleurs talents dans le ring du putain de roster, et même en promo. Quand Seth Rollins se contient, quand Seth Rollins est sérieux, il est bon en promo, Seth Rollins. Il est vraiment bon. Mais là, c'est too much, là, c'est n'importe quoi. Là, je voyais la gueule de Logan Paul qui savait pas comment réagir. Moi, j'étais pareil. Du coup, j'ai empathisé avec Logan Paul. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui n'est pas bon. J'ai empathisé avec le heel actuellement. Et d'ailleurs, Seth Rollins n'a rien à dire. Directement, il arrive sur le ring et ils vont se taper. Et là, c'est bien. Là, c'est bien, ça se tape. Ça se tape sur la table. Seth Rollins fait un splash qui tombe sur les deux agents de sécurité. Et là, Logan Paul le surprend avec une droite interstellaire qui le fout direct KO. Ça, c'était magnifique. La dernière droite était un peu brouillonne, c'était pas très très clair. Celle-là, elle était splendide. Splendide. Encore une fois, on insiste sur le fait que Logan Paul peut terminer Seth Rollins en une seule droite. One lucky punch, comme c'est le cas avec Roman Reigns. C'est bien, ça le build bien, ça le crée beaucoup de personnalité. Seth Rollins, ça fait un super selling. Voilà, quand je parlais au début en début de ce podcast, quand je disais que ce Raw avait que des bons segments, avec pas des acteurs que je trouvais vraiment en dessous un peu gênants, là on est en plein dedans. En global, le segment était bon, Logan Paul était bien, la baston d'après était bien, mais ce qu'a fait Seth Rollins, son entrée jusqu'au ring, oh putain, c'était le malaise. Hein. Oh, c'était le malaise. La corde sensible à pas dépasser. La corde sensible ne pas dépasser. Quand le personnage prend le dessus sur la personne, ça devient cringe. Là, c'est devenu cringe. Boire un petit coup d'eau. Suivant, nous avons un match qui m'a surpris. Dominic Mysterio affronte Johnny Gargano. Là, on est en train de se dire, ok, Dominic, on va lui mettre des adversaires un peu plus légitimes, un peu plus menaçants pour le légitimer, lui, pour son match face à Rey Mysterio. Et il affronte Johnny Gargano, un des préférés de Triple H, que moi, j'ai beaucoup de mal parce que je trouve qu'en promo, Johnny Gargano, c'était une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors oui, catch bien, mais il est pas très très grand, etc. Donc j'ai du mal à croire à tous ces matchs. Mais bref, pour moi, c'est un bon lutteur, un bon petit lutteur de mid-card. Faudra pas qu'il aille plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout que s'il veut aller plus loin, faut qu'il progresse absolument en promo. Mais vraiment, vraiment. Et sur les faciès. Sur les faciès, parce que là, il fait toujours la même tête. Enfin, c'est... Bref. Facilement parlant, c'est pas terrible, mais techniquement, c'est bien. Bref, c'est l'occasion pour Dominic Mysterio de montrer ce qu'il peut faire face à un adversaire un peu plus établi. Et franchement, ils ont le même temps qu'Austin Theory et Montez Ford, donc j'étais un peu frustré parce que j'aurais bien aimé que Austin Theory et Montez Ford durent un peu plus longtemps.
Mais le match était bon, j'ai rien à dire. On a eu une bonne construction. Dominic Mysterio a profité de la blessure de Johnny Gargano suite à son match à NXT pour l'emporter de manière clean. C'était bien, c'était un bon match. On a eu des dirty pins, je veux dire, Dominic Mysterio qui a essayé de faire le pin avec les pieds sur les cordes, beaucoup de techniques de heal, Dominic Mysterio qui relevait la foule pour qu'il se fasse huer, Johnny avec des bons petits comebacks sympas. C'était un bon petit match. Dominique, avec cette victoire, a gagné en force et en dangerosité. Ce qui est chouette, il faut légitimer pour son match face à Rey Mysterio. J'ai juste un petit point pour Dominique. Dominique qui a juste un petit point d'heure du match, qui a vraiment surabusé le selling d'un close line. Alors c'est le comble, hein, je dis qu'il faut sell absolument, c'est le nerf de la guerre dans le catch. Sauf que là, il a vraiment trop scellé un close line d'un gars qui fait une tête de moins. Alors apparemment, ils font le même poids, j'ai checké, apparemment tous deux 90 kilos. Mais quand t'as un gars qui fait une tête de moins, qui fait un close line et que Dominique fait un salto arrière pour le vendre, un peu too much. Un peu too much. En plus, Johnny n'a pas des bras exceptionnellement puissants. Bah voilà. Parfois, faut faire des gros sellings face aux personnes qui le méritent quelque part. J'ai rien contre Jay Gargano, c'est juste une question de taille et une question de physique. Dominique fait plus impressionnant que Johnny. Dans ce cas-là, il n'a pas à sceller des coups de manière aussi brutale, aussi abusée. Hormis ça, c'est le seul petit point du match que je trouvais très très bien. À la fin, il fait une petite promo où il dit qu'il n'arrêtera pas d'harceler son père tant que ce dernier n'aura pas accédé son match à WrestleMania. Toujours beaucoup de hits. Dominique, c'est un putain de bon heel de mid-card. C'est trop cool. J'avais juste envie de le féliciter. Le mec est détesté par la foule. La foule adore le huer. C'est trop bien. C'est trop bien d'avoir un heel comme ça dans la mid-card. C'est génial. J'ai vraiment hâte de voir ce match Rey Mysterio contre Dominic Mysterio. Ça va être un banger. Ça va être un banger. J'ai hâte de voir Rey Mysterio lui foutre sur la gueule. Ça va pas être un banger techniquement, je pense, mais ça va être tellement jouissif. Mais tellement jouissif. Bref, hâte de voir la suite. Suivant, et quand je parlais que ce show était bien impacté en termes de star power, Rhea Ripley fait son entrée en milieu de show pour faire une promo. La musique, le look, la gueule de Rhea Ripley, j'adore cette catcheuse. Mais j'en reviendrai plus tard, hein, mais elle nous fait une promo qui est super chouette parce que Rhea, elle est super intense au niveau du regard et elle sait prendre son temps. Ce qu'elle dit n'est pas incroyable et c'est scripté aussi. On sent que c'est scripté, qu'elle n'est pas libre de dire ce qu'elle veut. Mais elle sait prendre le temps et du coup met du poids sur chacun de ses mots. Et elle sait très bien faire la chose. Elle dit grosso merdo qu'elle ne veut plus que Charlotte la respecte, elle veut simplement que Charlotte la craigne. Et à WrestleMania, c'est très simple, elle va devenir championne. Voilà, des faits établis, c'est cool. Et la musique de Bayley qui arrive. Et là, je me dis, oh putain, Bayley face à Rhea, chouette comme programme. C'était pas forcément vu, et c'est super chouette. Et Bayley arrive dans son personnage en se plaignant évidemment qu'elle aurait aimé, en tant que leaduse, que Rhea lui demande des conseils pour abattre Charlotte. Elle, ça lui fait plaisir que Rhea l'envoie à Charlotte, elle est très contente de ça. Mais elle aurait aimé qu'elle lui donne des conseils, voilà. Ça chauffe parce que Rhea dit qu'elle a aucun conseil à prendre de Bayley. Voilà, ça veut se friter, ça commence à vouloir se battre. Rhea n'est pas en tenue, mais elle veut absolument se cogner. Adam Pearce, du coup, rend ça officiel. Et c'est cool, on a un match qui donne vraiment envie sur le papier. Et c'est deux lutteuses qui ont fait, je vous le dis d'avance, un super taf dans le ring. C'était chouette, tout ce qui se passait. Sauf que la foule était un petit peu morte. Elle était un petit peu morte, alors que moi j'étais vraiment emballé par le match, je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais elle était un petit peu morte et je pense pas qu'elle s'est ennuyée. Mais je pense que si elle était un petit peu morte, c'est parce que tout simplement, on avait un match heel contre heel. Alors oui, Rhea Ripley est une heel badass qu'on adore voir, mais elle reste une heel. On n'a pas envie de l'encourager. C'est exactement la même chose avec Roman Reigns. Roman Reigns, c'est un heel badass qu'on adore voir. On adore voir ses matchs, on adore le voir, mais à aucun moment on va l'encourager. Ça fait pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est un peu pareil pour Rhea Ripley. C'est une heel badass qu'on adore voir, mais à aucun moment on va l'encourager face à Bayley, qui est elle aussi une heel. Mais le match faisait sens, un heel contre heel qui faisait sens, un heel badass et un heel qui profite de ses alliés, donc deux dynamiques différentes, donc on a quand même un match-up intéressant. Donc évidemment Bayley a utilisé Io Sky et Dakota Kai pour intervenir de temps en temps pour reprendre l'avantage. Du coup Becky Lynch, Lita et Trish Stratus qui sont en rivalité face à Damage Control sont intervenus pour faire régner l'ordre dans le ring.
Petit truc un petit peu maladroit, c'est qu'à un moment, Rhea Ripley a kick out à 1 du Bailey to Bailey, qui est le finisher de Bailey. Elle a kick out à 1, tel McIntyre faisait des kick out à 1 à chaque finisher dans sa construction de programme face à Brock Lesnar. Et même le moment où il kick out à 1 face au F5 de Brock Lesnar, on s'en rappelle. C'était énorme. Mais à l'époque, McIntyre, ça marchait parce que c'était un face. Donc la foule se popait de dingue quand il faisait des kick out à 1. Dans le no-selling à ce moment-là, c'était, même si je suis pas très fan de la chose, c'était surprenant et c'était cool. Là, Rhea, en tant que heel, faire des kick-out à 1 sur des finishers, bah la foule a pas réagi. La foule a pas réagi. Alors d'une part, c'est parce que le finisher de Bailey n'est pas impressionnant, c'est un Bailey to Bailey, quoi. C'est une prise classique. Là-dessus, j'en démordrai jamais que le finisher de Bailey est vraiment lamentable. Mais d'un autre côté, c'est aussi parce que on n'a pas envie de l'encourager. Donc l'avoir kick-out à 1, c'est pas... on va pas se soulever, quoi. Bref. Le seul truc un petit peu à droite du match, mais sinon, à la fin, Bailey se fait surprendre par le Riptide pour le compte de 3. Et là, encore une fois, je veux dire, à la fin, Rhea, les gueules qu'elle tire, son selling, sa manière de piner son adversaire comme comme une position sexuelle, vraiment, elle affirme sa masculinité, elle affirme sa dominance sur sa proie. On est clairement face à un acte sexuel, elle pénètre son adversaire avec ce pin comme ça. L'image est toujours très très forte. Vraiment, elle est dominante de ouf. Donc, les gueules de Rhea, son selling pendant ses matchs qui est génial, son physique imposant, sa promo qui est toujours très très bien, mais Rhea Ripley, c'est le full package. Oui, elle va être une star, et je dirais même, elle va devenir la star. Elle va peut-être dépasser la cote de popularité qu'avait atteint Becky Lynch à l'époque. Parce que contrairement à Becky, Rhea, en plus de la promo, du look, a en plus le physique imposant. Ce que n'avait pas Becky Lynch. Rhea Ripley a le physique imposant. Ça va être une méga star. Ça va être une méga star et j'ai hâte de la voir abattre Charlotte pour que le passage de flambeau se fasse littéralement, véritablement. Match suivant, nous avons Ricochet qui affronte Chuch Chad Gable. Et vous voulez que je vous dise, c'est tellement frustrant. C'est tellement frustrant parce que j'ai adoré le match. C'est frustrant parce que techniquement, ce que propose Chad Gable, c'est impeccable. Et pas que techniquement. Sa psychologie de match, son rythme de match, son selling est putain de bon. Chad Gable, c'est un putain de bon talent. Il l'a prouvé face à Cody il y a 2 semaines. Le match face à Cody était génial. Mais son gimmick le tue. Et c'est frustrant. Vous savez pourquoi c'est frustrant? Parce que vu que son gimmick le tue, je ne crois pas au personnage. Je n'ai pas envie de m'investir dans ce qu'il fait et dans ses matchs. Il ne représente rien pour moi. Pas une menace. Pas quelqu'un que j'ai envie d'acclamer. Personne. Et ça a beau être impeccable ce qu'il fait techniquement, et ce match face à Ricochet était génial. Le style aérien face à la technique de Chad Gable, ça faisait vraiment une super chimie. D'un point de vue technique, c'était le meilleur match de la soirée. En plus, ils ont eu le temps de faire beaucoup de choses. C'était génial comme match. Mais je me suis pas investi dedans. Contrairement à Montez-Ford face à Austin Theory, où j'ai envie d'encourager Montez-Ford qui est une étoile montante, et Austin Theory est un heel établi. Même si c'est un petit peu moins bon et moins innovant techniquement, je me suis plus investi que ce match-là qui va être oubliable. Chad Gable, son gimmick le tue, c'est tellement frustrant parce que le mec est si bon, mais c'est abusé à quel point il est bon. C'est dingue. Mais non, c'est Chuch, c'est Monsieur Chuch, et sera toujours Monsieur Chuch, tant qu'il n'aura pas changé de gimmick. Oh putain. En tout cas, ce match était un avant-goût de ce qui nous attend à WrestleMania parce qu'en effet, on va avoir un Fatal 4-Way par équipe. Pas trop envie de voir ça. Entre les Street Profits, les Viking Riders, Braun Strowman et Ricochet et Alpha Academy, voilà, Chad Gable et Otis. Qui désignera du coup les futurs numéro 1 contenders, les futurs adversaires de soit les Usos, soit Sami Zayn et Kevin Owens. Quel que soit le résultat, tous les résultats m'intéressent, hormis peut-être Alpha Academy malheureusement parce que leur gimmick, et c'est d'ailleurs souvent eux qui vont prendre le pin à WrestleMania je pense, mais les 3 autres équipes, je les vois bien emporter, ces 3 équipes de face, Ah non, on a les Viking Riders. On a les Viking Riders qui sont des heals, donc ok, tout va bien. Ça veut dire que Sami Zayn et Kevin Owens vont gagner. Normalement, ils peuvent toujours gagner. Si ça aurait été que des faces, j'aurais été ah merde, attends, ça pose problème. Non, c'est bon, on est une équipe de heal, donc Sami Zayn et Kevin Owens peuvent gagner, ça posera pas de problème. Bref, excellent match, mais extrêmement frustrant aussi.
Suivant, bien moins intéressant en termes de match, on a Bianca Belair et Asuka, les deux adversaires qui s'affronteront à WrestleMania, qui font aujourd'hui équipe pour affronter Piper Niven et Chelsea Green. Dans l'habitude comme dans l'habitude des constructions de matchs de WrestleMania, les deux adversaires se font équipe pour voir si elles peuvent coexister ensemble. Le match n'est pas intéressant. C'est clairement pas intéressant. Il n'y a rien d'intéressant à voir, hormis un seul spot qui, pour le coup, a été une véritable prouesse de force et qui mérite le visionnage. Regardez la fin de ce match où Bianca Belair fait son KOD sur Piper Niven. Putain, c'est impressionnant. La vache, elle arrive à soulever Piper Niven comme ça, à lui faire un putain de KOD, c'est dingue ce qui se passe. Bianca Belair est si forte sur un ring, c'est vraiment impressionnant. J'ai tellement envie de voir la fiche Bianca Belair en tant que championne face à Rhea Ripley en tant que championne. S'il y a un match type Survivor Series qui est intéressant, une sorte de dream match, c'est celui-là. Même si sur le papier, il ne faut pas le faire parce que ça risque de diminuer l'une des deux lutteuses. Donc c'est un peu casse-gueule. J'ai hâte de les voir s'affronter lorsque l'une d'entre elles sera championne et que l'autre sera en tant que challengeuse. Là, il y a quelque chose qui se passera. Les deux en tant que championne, il ne faut pas qu'elles s'affrontent. Mais la fiche de rêve, quoi. La fiche de rêve. J'ai hâte de voir ça. Franchement, une Rhea Ripley en tant que championne avec une Bianca Belair qui va chercher le titre, ça peut être super cool. Ça peut être vraiment super cool. Mais bref. En ce moment, elle affronte Asuka, qui est une bonne prétendante au titre. Elle fera un excellent match. La construction n'est pas bonne. Et d'ailleurs, après le match, Asuka va attaquer Bianca Belair avec des coups pas terribles, avec beaucoup de mic, où elle en fait beaucoup trop. J'aime pas cette construction, mais je sais que le match sera bon. C'est deux lutteuses qui sont très bons sur le ring, mais qui ont beaucoup de mal à faire des constructions de match convaincantes. Elles jouent sur le même papier toutes les deux, même si Bianca Belair, au moins, a le mérite de ne pas être cringe avec du liquide vaisselle dans la bouche. Bref. Chose à voir juste pour le KOD sur Piper Niven, c'était chouette. Et enfin, le main event qui est donc pas un match. Le main event match, c'était donc ce match tag qui ne méritait pas être un main event. Mais en gage de main event, on a Roman Reigns qui va confronter pour la seconde fois son adversaire de WrestleMania, Cody Rhodes. Et comme d'habitude, c'est l'attraction, l'entrée de Roman Reigns, les mimiques, le Acknowledge Me, reconnaissez-moi comme le chef tribal, c'est toujours l'attraction. Mais direct après avoir dit reconnaissez-moi, pouf, musique de Cody, putain de pop, et on a le putain de face-à-face pour la deuxième fois. Cody Rhodes, Roman Reigns, tout le star power sous le ring à ce moment-là. Et oui, c'est intense. Ce match, qu'est-ce qu'on a hâte de le voir? Qu'est-ce qu'on a hâte de le voir? Donc, parlons de leur promo. Promo classique au départ, c'est du trash talk, mais la delivery est toujours aussi bonne. C'est toujours une très 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 bonne promo. On sent que c'est pas scripté. En tout cas, c'est l'impression qu'ils se donnent, parce que vraiment, ils rajoutent énormément de réalisme à ce qu'ils disent. Ça déboîte tout le reste du roster en tant que promo. Ça ramène directement de nouveau le personnel, le père de Cody. Ça parle aussi de la AEW avec Roman qui dit t'as passé ton temps à fuir, pour construire une nouvelle promotion où t'as même pas réussi à être over là-bas, du coup tu as fui. Voilà, beaucoup de phrases un peu qui ramènent beaucoup de punch, de hits, c'était très très chouette. Et Cody rétorque qu'il veut qu'on arrête de parler de son père, parce qu'à WrestleMania, la personne qui l'aura en face de lui, Roman Reigns, ce sera Cody Rhodes et personne d'autre. Et d'ailleurs, en parlant de famille, ils oublient une personne, ils oublient la mère de Cody, qui là sont là dirait mais pète-lui la gueule une fois pour toutes. Bref, beaucoup de phrases super bonnes, beaucoup de bons moments de promo. Mais ce que j'ai préféré, c'est ce que dit Cody pour terminer Roman Reigns. En lui faisant peur, il rentre dans sa tête. En lui disant mais qu'est-ce qui se passera le lendemain de WrestleMania quand tu n'auras plus tes titres? C'est ce qui va se passer. Jey Uso, il va te quitter. Son frère Jimmy va le suivre. Donc il n'y aura plus de Uso dans ta bloodline. Donc c'est aussi quoi ce qu'il va faire? Mais il va les suivre. Donc tu seras plus que toi avec un avocat. Et d'ailleurs, en parlant de ce aussi quoi, je te vois me regarder comme ça, mais tu me rappelles un peu, moi, mes débuts. Et je te dis tout de suite, t'es pas prêt. Donc baisse les yeux, t'es pas prêt. Ça c'était fantastique, ça c'était génial. Oh, c'est aussi quoi, la gueule qu'il a fait, c'était fantastique. Le t'es pas prêt, il a pris cher. Donc tu seras juste avec Paul Heyman, qui sera juste son avocat. Tu seras un Roman sans règne, et tu seras un chef sans tribu. Pouah, là, très très lourd comme promo. Et d'ailleurs, Roman ne sait pas quoi répondre. Et il lâche le micro et il se barre. Et c'était tellement bon. Cody Rhodes a fermé la gueule de Roman Reigns. C'était génial. Mais là, sauf que Solo, qui est encore énervé de ce qu'a dit Cody Rhodes, il fait face à Cody. Roman l'appelle, mais Solo ne lui répond pas. Cody, alors que Solo est en train de partir, lui relâche ce que je disais, t'es pas prêt. Et donc Solo s'énerve, une tentative de spike qui est contrée par Cody Rhodes, Roman s'énerve et ordonne à Solo de se calmer, de l'écouter.
Et Cody, ce que j'aimais avec cette fin, c'est qu'on a vu à quel point Cody est dans la tête de Roman, mais aussi dans la tête de Solo Sikoa. C'est une excellente promo, c'est un échiquier, c'est des pions d'échecs qu'on avance, etc., etc. Et ce rôle-là a montré les babyface en position de force ultime. En toute logique, soit à SmackDown, soit la semaine prochaine, on aura les heels en domination qui vont répondre à ce côté que voilà, ils se font rentrer dans leur tête par Sami Zayn, Kevin Owens et Cody Rhodes. Ils vont répondre à ça. Ils vont être en domination. Et on va du coup avoir les babyface en position d'underdog face aux champions pour WrestleMania. C'est génial, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est le meilleur programme de WWE depuis des mois, ce que fait de mieux la WWE, et c'est le... Là, t'as son paroxysme. La deuxième véritable personne qu'on pense battre Roman Reigns, c'était le cas avec Drew McIntyre, avec la cheveux de Castle, là, Cody Rhodes, il est même plus vu battre Roman Reigns que... Enfin, il est même plus vu de gagner que de perdre son match. C'est la dernière personne légitime à représenter une menace pour Roman Reigns. Et on a hâte de voir ce match. WrestleMania a un putain de bonne carte. WrestleMania a une putain de bonne carte. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu un WrestleMania aussi bien construit, aussi bien booké. Ça va être fou WrestleMania, ça va être génial. Ça va être vraiment, vraiment génial. Et j'ai envie de voir tous les matchs. Alors peut-être pas tous, j'ai pas envie de voir le match par équipe féminin, qui m'attire pas trop. Mais pour le reste, j'ai envie de tout voir. Ça va être bien WrestleMania. Bref, c'était Kozak, on se retrouve pour parler de AEW. Prenez soin de vous, très chers fans de catch.